Wilfried, sur ce droit de veto, peut-être à aller arracher ou à trouver une autre forme de multilatéralisme entre pays africains, peut-être? Tout est dans le terme arraché. Il faut que les Africains, enfin nous, les Africains, comprenions que la puissance ne se quémande pas. Vous ne pouvez pas supplier ceux qui sont puissants de vous céder une partie de leur puissance. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Et c'est pour ça que je me mouille, j'affirme avec la plus grande sérénité du monde, de manière péremptoire, que l'Afrique n'aura pas de droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela relève de ce que un ami à moi, un certain Emmanuel, désignerait comme la poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire Joe Biden, pour se donner bonne conscience, maintenant qu'il s'en va, les États-Unis, pour se donner le beau rôle, essayent même d'aller au-delà de ce qui a été proposé. Ils disent, bon, deux sièges, voilà. Oui. Ouais, 2 sièges pour l'Afrique plutôt qu'un seul. Mais voilà, on a surfé pendant des décennies on a surfé sur la naïveté des pays africains en essayant de faire des réformes cosmétiques qui vont les faire sourire. On a désormais un siège au Conseil de sécurité. Nous avons évoqué tout à l'heure la question de l'instabilité au Sahel. Et même si on met à part la responsabilité directe de puissances étrangères ou algériennes ou XYZ qui interviendraient, il faut qu'il y ait un consensus au moins sur la cause lointaine du paradigme sécuritaire actuel, à savoir la déstabilisation du nord de l'Afrique à travers l'intervention de 2011. L'Afrique aurait disposé d'un droit de veto à ce moment-là que certainement, voilà, l'Afrique aurait réfléchi et se serait dit non, il est hors de question qu'on intervienne parce que quand bien même Kadhafi serait un dictateur, les conséquences de la chute de Kadhafi étant supérieures en termes de carnage à la présence de Kadhafi, la rationalité voudrait que Kadhafi continue d'exercer ses fonctions. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Je vous rejoins, Madame Niagalé, sur le fait que l'Afrique doit avoir une sorte d'uniformité dans la communication avec l'extérieur. Et évidemment, ça n'impose pas qu'à l'intérieur de l'Afrique, il y ait une seule organisation. Il peut y en avoir plusieurs, mais il faut qu'il y ait un consensus lors des échanges, on va dire, entre les ensembles, c'est-à-dire entre le continent africain, entre le sous-continent asiatique, entre le continent européen, etc., etc. Cela implique dans la matérialisation que l'Afrique regarde quels sont ses atouts pour imposer un rapport de force. Vous avez parlé, M. Glaser a raison, de l'arme nucléaire. Je pense que l'une des décisions les plus absurdes qu'ait pris un dirigeant africain fut celle de Nelson Mandela. Lors de la ratification du traité de non-prolifération par l'Afrique du Sud en 91, l'Afrique du Sud renonce à justement un mini-arsenal nucléaire. On avait quand même des engins qui atteignaient les 20 kilotonnes, c'est supérieur à Little Boy, la bombe sur Hiroshima. Je dis cela non pas pour faire de la publicité à un lobby militaire, mais pour, comment dire, présenter le paradoxe totalement stupide, on va dire, du fait que les pays qui possèdent l'arme nucléaire ne veulent pas y renoncer et veulent empêcher d'autres d'y renoncer. Le traité de non-prolifération est une moquerie. Il faudrait y un traité de démantèlement, parce que rien ne justifie que certains l'aient, d'autres ne l'aient pas. Donc l'Afrique devrait, pour imposer le fameux rapport de force, développer son arsenal nucléaire, développer justement, comment dire, le fameux rapport de force dans la négociation sur ses ressources naturelles. Vous avez parlé de l'Afrique du Sud. C'est quand même 5 à 10% des gisements d'uranium au monde. Vous avez le Niger qui, rien que sur la mine d'Imoraren, c'est 200 000 tonnes de réserves d'uranium. C'est-à-dire c'est l'un des gisements les plus denses au monde. Vous avez la population, le marché, 1,5 milliard d'habitants presque. En fait, l'Afrique a les atouts qu'avait entre autres la Chine en 71 quand elle éjecte Taïwan des Nations Unies et devient le seul représentant. Parce que Nixon avait compris que si les États-Unis veulent profiter du marché chinois, si les États-Unis ne veulent pas avoir des ennuis avec cette Chine qui quand même depuis quelque temps, à l'époque c'était depuis 1964, possédait l'arme nucléaire, il faudrait que les États-Unis fassent des concessions à la Chine. La Chine a imposé sa présence, l'Afrique doit imposer la sienne. Si elle la commande, elle ne l'aura jamais. Et pour l'instant, elle la commande. Le mot de la fin pour Félix, parce que le temps nous tient à la gorge. Bon, d'accord, très rapidement, c'est pour faire une petite précision pour qu'on ne change pas un peu trop la barque des Nations Unies. Ce qui s'est passé en Libye, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN parce que
c'était 1973. La résolution disait qu'une zone qui ne doit pas être survolée par des avions. On est naïfs. Et l'OTAN en a profité pour faire une guerre qui a déstabilisé le reste. J'ajoute quand même qu'il faut quand même que les gens le sachent. Barack Obama, dans son bouquin de politique étrangère, il reconnaît que sa seule erreur, enfin pas la seule, mais sa principale erreur, c'est la Libye. Il dit qu'il s'est fait entraîner en particulier par la France. Mais il le dit noir sur blanc. Mais il y en a un qui ne le dira jamais. Peut-être Nicolas Sarkozy. Merci à vous, merci à tous les quatre d'avoir accepté cet échange et merci à